Je suis en train de m'abîmer la santé avec le peu de nourriture que je prends. J'aime encore mieux cela que d'abandonner la lutte que j'ai commencée. Voilà 9 ans que je vis sans la vie des miens, sans gîte et souvent sans manger. Depuis 2 mois, j'ai dû supprimer toute espèce de nourriture. Tous les jours du méoré, un fruit fade qui ressemble à du pain et un verre d'eau. Je ne puis même m'offrir une tasse de thé en raison de la cherté du sucre. Je supporte bravement cette situation, mais elle altère ma santé et mes yeux, dont cependant j'ai tant besoin, baissent considérablement. Se rend-on bien compte de l'existence de Gauguin ? Il vit dans une modeste case indigène, en bambou tressé, posée au bord de la mer ainsi qu'une frêle cage d'oiseaux. Presque toujours seul, des vahinées rieuses envahissent parfois sa demeure, mais après ces rencontres sensuelles où la sentimentalité a si peu de part, Gauguin se sent encore plus solitaire qu'avant. Il erre sur la plage de sable noir, sonore du grondement des vagues sur le récif. Il voit le soleil, dans un flamboiement de feux d'artifice, disparaître derrière Mooréa, et le soir, descendre avec l'essaim des tristes pensées qui alourdissent le cœur. Sa bourse devenait de plus en plus légère. Il venait à Papeete avec l'espoir chimérique d'une rencontre qui le tirerait d'affaire. Il se trouvait alors en présence de colons farcis d'ignorance qui méprisaient l'artiste mal nourri et mal vêtu, de fonctionnaires congestionnés au visage luisant de graisse qui lui lançaient une plaisanterie 20 fois rebattue devant un verre de whisky au cercle Bougainville. L'artiste, sombre et amer, buvait pour tromper sa faim. L'alcool déliait sa langue et, la tête en feu, l'estomac délabré, il exposait alors à ses compagnons interloqués des conceptions artistiques hardies et neuves qui faisaient dire de lui, sitôt qu'il avait le dos tourné: « Ce Gauguin, tout de même, il est maha, toqué. » Puis le sentiment de sa détresse lui revenait à l'esprit, et d'un ton qu'il voulait dégager, il empruntait un louis qu'on lui donnait de mauvaise grâce. Les lanternes de papier se balançaient dans les échoppes. Les Chinois, assis les genoux repliés sur leur comptoir, avec leur éventail de bambou, envoyaient de l'air frais dans les larges manches de leurs robes de soie. Des vahinés, les cheveux dénoués, le châle brodé sur les épaules, se promenaient en roulant les hanches. Tout le long de la route de Punavia qui court entre la montagne et la mer frissonnante, Gauguin rentrait le ventre creux, remâchant d'amers souvenirs, organisant dans sa tête la prochaine toile qu'il allait entreprendre. Car, malgré les déboires de toutes sortes, l'art jamais ne le déçut. Transfiguré par la magie du passé, il revivait les premières années de son mariage, il revoyait sa femme tendre et soumise. Ah, que son ménage était uni alors, et qu'il le serait encore aujourd'hui s'il ne s'était point mis à peindre. La peinture avait ruiné son bonheur domestique. La peinture qui le faisait mourir de faim, qui ne lui avait jamais valu que des déceptions, qui l'obligeait encore maintenant à mendier. N'aurait-il pas été excusable, dans les moments de découragement, de la renier? Admirable puissance du génie! Pas une seule fois Gauguin, fût-ce une minute, ne douta de sa vocation artistique. Jamais il ne lui vint à l'idée de se repentir du choix de la route dans laquelle il s'était engagé. Un noble orgueil l'animait, un orgueil si bien justifié que nul ne songeait à en rire. Il écrit à sa femme: « Je suis un artiste, et tu as raison. Tu n'es pas folle. Je suis un grand artiste, et je le sais. C'est parce que je le sais que j'ai enduré tant de souffrances pour poursuivre ma voie, sinon je me considérerais comme un brigand, ce que je suis du reste pour beaucoup de personnes. Enfin, qu'importe, ce qui me chagrine le plus, c'est moins la misère que les empêchements continuels à mon art que je ne peux faire comme je le sens et comme je le pourrais faire sans la misère qui me lie les bras. Tu me dis que j'ai tort de rester trop éloigné du centre artistique. Non, j'ai raison. Je sais depuis longtemps ce que je fais et pourquoi je le fais.
Mon centre artistique est dans mon cerveau, et par ailleurs, et je suis fort parce que je ne suis jamais dérouté par les autres, et que je fais ce qui est en moi. Beethoven était sourd, aveugle, il était isolé de tout. Aussi, ses œuvres sentent l'artiste vivant sur une planète à lui. Vois Pissarro, à force de vouloir toujours être en avant, au courant de tout, il a perdu toute espèce de personnalité et son œuvre entière manque d'unité. Elle suit toujours le mouvement, depuis Courbet et Millet jusqu'à ces petits jeunes chimistes qui accumulent des petits points. Non, j'ai un but, et je le poursuis toujours. Je suis seul, logique, aussi j'en trouve bien peu qui me suivent longtemps. Pauvre Schuffelnecker qui me reproche d'être entier dans mes volontés. Mais si je n'agissais pas ainsi, est-ce que je pourrais supporter seulement 1 an la lutte à outrance que j'ai entreprise? Mes actes, mes peintures sont toujours contredits au moment même, puis finalement on me donne raison. Et c'est toujours à recommencer. Je crois faire mon devoir, et fort de cela, je n'accepte aucun conseil, aucun reproche. Les conditions dans lesquelles je travaille sont défavorables, et il faut être un colosse pour faire ce que je fais dans ces conditions. Je m'arrête sur ce sujet, et je n'ai parlé aussi longtemps que parce que je sais qu'au fond tu t'intéresses à ces questions. Tu les as prises en haine parce qu'elles t'ont donné de la peine et du travail, et que tout le monde t'a doré la pilule sur les autres métiers. S'il y en a de favorables, il y en a joliment qui font peine à voir dans le commerce, tandis que l'art a finalement un beau jour. C'est peu, c'est vrai, mais avoue, au fond, que tu es flattée d'être la femme de quelqu'un. J'ai bien des tracas, et si ce n'était nécessaire à mon art, j'en suis sûre, je repartirais tout de suite. À force de me priver de nourriture, mon estomac s'abîme atrocement et je maigris tous les jours. Mais il faut que je continue à lutter toujours, toujours. Et la faute retombe sur la société. Tu n'as pas confiance dans l'avenir, mais moi j'ai de la confiance, parce que je veux en avoir. Autrement, il y a longtemps que je me ferais sauter le caisson. Espérer, c'est presque vivre. Il me faut vivre pour faire mon devoir jusqu'au bout, et je ne le peux qu'en forçant mes illusions, en me créant dans le rêve des espérances. Quand je mange tous les jours ici mon pain sec avec un verre d'eau, j'arrive à croire que c'est un beefsteak. C'est un fait sur lequel Gauguin insiste. Il ne reste à Tahiti que parce que cet exil est favorable à son travail. La conscience artistique de Gauguin était méticuleuse. Ne vois pas mal mon idée de rester encore 1 an. Je suis en plein travail. Maintenant je connais le sol, son odeur et les Tahitiens, que je fais d'une façon très énigmatique, n'en sont pas moins des Maoris et non des orientaux des Batignolles. Il m'a fallu presque 1 an pour arriver à le comprendre, et maintenant que j'y suis, il faudrait que je m'en aille. C'est enrageant. Je suis assez content de mes derniers travaux, et je sens que je commence à posséder le caractère océanien. Je puis assurer que ce que je fais n'a été fait par personne, et qu'on ne connaît pas cela en France. Malgré ses terribles soucis pécuniaires, il réussit donc à terminer de nombreuses toiles, ainsi qu'il l'annonce à sa femme qui reste sa principale confidente. C'est à elle qu'il envoie la traduction des titres tahitiens de ses tableaux, c'est à elle qu'il donne l'explication de son tableau le plus raide. Il s'agit de la toile intitulée « Manao Tupapo », l'esprit des morts veille. J'ai fait un nu de jeune fille. Dans cette position, un rien et elle est indécente. Et cependant, je la vois ainsi, les lignes et le mouvement m'intéressent. Alors je lui donne dans la tête un peu d'effroi. L'effroi, il faut le prétexter, sinon l'expliquer, et cela dans le caractère de la personne, une Maori. Ce peuple a une très grande peur de l'esprit des morts. Une jeune fille de chez nous aurait peur d'être surprise dans cette position. La femme ici, point. Il me faut expliquer cet effroi avec le moins possible de moyens littéraires, comme autrefois on le faisait. Alors je fais ceci. Harmonie générale, sombre, triste, effrayante, sonnant dans l'œil comme un glas funèbre, le violet, le bleu sombre et le jaune orange.
Je fais le linge jaune verdâtre parce que le linge de ces sauvages est un autre linge que le nôtre, parce qu'il suggère la lumière factice. La femme kanak ne couche jamais dans l'obscurité, et cependant je ne veux pas d'effet de lampe, c'est commun. Le jaune reliant le jaune orange et le brun complète l'accord musical. Il y a quelques fleurs dans le fond, mais elles ne doivent pas être réelles, étant imaginatives. Je les fais ressemblant à des étincelles. Pour les Kanaks, les phosphorescences de la nuit sont l'esprit des morts. Enfin, pour terminer, je fais le revenant très simplement, une petite bonne femme, parce que la jeune fille, ne connaissant pas le théâtre des spirites français, ne peut faire autrement que de voir lié à l'esprit des morts le mort lui-même. Voilà un petit texte qui te rendra savante auprès des critiques lorsqu'ils te bombarderont de leurs malicieuses questions.